avec le micro allumé, c'est quand même un peu mieux. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous reprenons cet après-midi nos travaux sur la parentalité dans les Outre-mer, menés en commun par les deux délégations sénatoriales, délégation aux droits des femmes présidée par ma collègue Annick Billon et la délégation aux Outre-mer que j'ai l'honneur de présider. La présidente Annick Billon, qui est à mes côtés et à qui je donnerai la parole dans quelques instants, va devoir s'absenter pour participer. Ah, si les participants pouvaient par contre couper leur micro, ça éviterait simplement un retour, en fait, un écho. Je vous remercie beaucoup. Donc, je disais que la présidente Billon devra tout à l'heure s'absenter pour participer à la séance publique et son excuse par avance. Je vous rappelle que nous sommes tous deux co-rapporteurs de cette étude, ainsi que deux de nos collègues que je salue chaleureusement, Victoire Jasmin et Elsa Schalk. Depuis février, vous avez mené une série d'auditions. Nous avons mené, mais vous aussi également, et notamment un déplacement tout récent dont les vidéos et les comptes rendus sont disponibles sur le site du Sénat. Comme pour toutes les études concernant les Outre-mer, nous organisons des tables rondes géographiques afin d'appréhender les spécificités de chaque territoire au-delà du panorama d'ensemble que nous avons commencé à dresser. Après Mayotte et les territoires du Pacifique, nous allons aborder aujourd'hui successivement la situation en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, territoire que je connais assez bien. Pour appréhender les réalités ultramarines au plus près, la présidente Annick Billon et deux de nos co-rapporteurs se sont donc déplacés en avril en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, où elles ont eu un programme très dense et ont été rejointes par nos collègues sur place. Il est certain que ces visites de terrain sont de nature à enrichir le rapport que nous rendrons en juillet. Sur ces récents échanges, je cède la parole à Annick Billon pour partager son témoignage et ses observations. Merci beaucoup, Monsieur le Président, cher Stéphane. Bonjour à tous et à toutes. Je me réjouis effectivement d'avoir pu me rendre il y a quelques jours avec nos collègues co-rapporteurs, Elsa Schalk et Victoire Jasmin, en Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, comme vient de le préciser le président Stéphane Artano, afin d'échanger avec des acteurs institutionnels, associatifs, de terrain. Nous avons eu la chance et le privilège aussi finalement d'être accompagnés par notre collègue Micheline Jacques, qui, tout comme Victoire Jasmin, connaît particulièrement ces territoires où elles habitent. Nos entretiens nous ont permis de mieux appréhender les problématiques spécifiques à ces territoires sur notre thématique de la parentalité. De nombreuses mères seules, souvent précaires, une fréquente absence des pères dès la naissance des enfants, les 2/3 de ces enfants n'étant pas reconnus par leur père. Un fort taux d'IVG et de grossesse précoce, un manque de structures d'accueil des jeunes enfants, des problèmes de décrochage et d'absentéisme scolaire, ainsi que des violences intrafamiliales qui demeurent élevées. Nous avons aussi relevé un sujet autour de la maîtrise de la langue française pour les parents, notamment d'origine étrangère, ne parlant que créole ou bien qu'anglais, ce qui est fréquent à Saint-Martin. Les échanges avec l'école et les institutions sont souvent complexes. Nos rencontres nous ont également permis de constater l'engagement de nombreux acteurs sur les questions de parentalité, en tout premier lieu la CAF de Guadeloupe et Saint-Martin, dont l'action volontariste a été saluée par tous nos interlocuteurs. Et bien sûr, les associations qui jouent un rôle crucial de soutien aux familles. Une meilleure coordination, une plus grande visibilité des différentes initiatives et structures sont cependant nécessaires. Malheureusement, il ne nous est pas possible de nous rendre dans tous les territoires d'outre-mer, donc la visioconférence que nous offre cette possibilité d'échange. Nous nous réjouissons donc de pouvoir ainsi échanger cet après-midi avec les acteurs de la Guyane. Merci à vous pour cette visioconférence. Pour nous aider à appréhender la situation particulière de la Guyane, que nous allons maintenant aborder, nous allons entendre par visioconférence des acteurs très engagés, que nous remercions vivement pour leur disponibilité, sachant qu'il y a plus de 5 heures de décalage par rapport à nos amis à Cayenne. Donc, pour la collectivité territoriale, Madame Aïssatou Chombo, vice-présidente, présidente de la FAPEG, Fédération autonome des parents d'élèves et étudiants de Guyane. Pour la direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité, Madame Isabelle Iderkiewski, directrice. Pour la caisse d'allocation familiale, Madame Anne Sina Pierre-Charles, directrice par intérim, qui est accompagnée de Madame Marie-Rose Chandely, directrice adjointe par intérim, Madame Eve Soleiman, responsable du développement social, et Monsieur Olivier Noguera, responsable de l'accès aux droits et de l'accompagnement des familles.
Pour le réseau Périnat Esna Guyane, Madame Aline Talbot, chargée de projet et référente grossesse adolescente. Mesdames, Messieurs, vous avez été destinataires d'une trame de questions pour vos propos liminaires en vue d'une présentation d'une dizaine de minutes environ. Puis les rapporteurs vous poseront des questions sur les points qu'ils souhaitent approfondir. Et enfin, ce sera le tour de nos autres collègues, que je salue au passage en présentiel et en distanciel. Je ne serai pas plus long pour laisser le maximum de temps de parole aux intervenants et à nos collègues. Je vous remercie et je vous propose de commencer dans l'ordre que j'ai énoncé, donc par la collectivité territoriale. Président, Madame la sénatrice, Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Aïssatou Chambaud, effectivement, 6e vice-présidente à la collectivité territoriale de Guyane et présidente de la FAPEG également. Donc, c'est vrai qu'il y avait une partie présentation, mais on va faire l'économie. On va rentrer dans le vif du sujet, vu le temps imparti. Donc, sur la première partie, concernant les spécificités familiales et parentales, ce que nous avons dénoté, c'est qu'il y a quand même des solidarités familiales qui sont très présentes. Alors, je parlerai pour ma part plus particulièrement de la société, de la communauté créole que je maîtrise mieux, et Madame Krivski s'y complétera, je suppose. Ce qu'on a noté également au niveau de la FAPEG et de la collectivité, c'est qu'il y a un regard stigmatisant sur les PA. D'où le fait qu'on parle de, malgré un désengagement qui peut paraître apparent au niveau des pères, au niveau des papas, il existe tout de même une organisation familiale qui est portée par la mère, puisqu'on est dans une société matrifocale. Et au niveau des grands-parents, on note aussi qu'ils jouent pleinement leur rôle au sein de l'organisation et contribuent à l'éducation des enfants. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas mis l'accent forcément sur les difficultés ou les problèmes. On a souhaité avoir porté ce regard sur ce qui fonctionne au niveau des familles. Dans le PowerPoint qu'on nous a transmis, il y a quand même pas mal de difficultés qui sont relatées. Donc, cette solidarité familiale, elle se manifeste lorsqu'il est question de s'occuper des enfants, mais aussi des aînés, donc des grands-parents. Et concernant les grands-parents, la norme reste le maintien à domicile. Le placement en EHPAD, il intervient vraiment en dernier recours lorsqu'il n'y a plus possibilité pour le parent aidant, l'enfant souvent, de s'occuper de son parent par rapport à la fatigabilité, lorsque l'état de santé de la personne âgée s'est dégradé, quand elle nécessite vraiment beaucoup de soins, mais en tout cas, la norme est le maintien à domicile. Je veux dire de plus. Ah oui, pour en revenir au père, donc j'ai quand même interrogé, eu à échanger avec quelques papas qui disent qu'ils se sentent mis à l'écart au niveau de leur parentalité, au niveau de leur rôle de père, mais plus particulièrement lorsqu'il y a des difficultés dans le couple, lorsque des problèmes de garde d'enfants se posent. Pour ceux que j'ai interrogés, ils sont dans l'incapacité de voir leurs enfants parce que la maman, étant en conflit avec la maman, ils sont privés de jouer leur rôle de père. Et quand ils saisissent la justice, en tout cas, ce qu'il en ressort, c'est qu'ils se sentent, alors c'est vraiment un ressenti, je n'ai pas de données chiffrées ou factuelles, ils ne se sentent pas accompagnés au même titre que les mamans, dans le sens où soit ils n'ont pas de réponse, soit il y a des réponses qui ne leur conviennent pas ou qui sont très favorables, en faveur de la maman. Mais pour ceux que j'ai interrogés, souvent il n'y a pas de réponse. Donc, je poursuis sur comment on procède. Vous pouvez continuer, effectivement. Vous pouvez aller au travers de... Je vais juste préciser les choses. Sur le questionnaire qui vous a été envoyé, effectivement... Oui, je suis la trame de vos questions, du coup. Voilà, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez... Il y a des propos liminaires et puis après, il y a la trame des questions sur laquelle chacun d'entre vous pourra revenir. Et puis surtout, on souhaitera un support écrit aux questions qui vous ont été adressées, ce qui sera plus simple, ce qui fait que vous pouvez évoquer en audition des choses que vous n'avez pas forcément évoquées dans le support écrit.
Alors, si vous le permettez, Président, nous avons travaillé quand même ensemble pour avoir des réponses complémentaires. Et voilà, ma proposition est que nous puissions intervenir pour chaque entité sur chacune des questions. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Très bien. Du coup, puisque j'ai la parole, je me permets donc de quelques propos liminaires très rapidement. Mesdames, Messieurs, présidents, sénatrices, sénateurs, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, bien sûr, nous vous remercions d'avoir invité la CAF à cette table ronde, puisque la parentalité est une thématique forte chez nous. Alors, il était prévu que j'énonce quelques éléments de contexte sur la Guyane, mais les éléments qu'a donné donc Madame Billon viennent, voilà, comment dire, enrichir le propos de contextualisation, et vous dire quand même, effectivement, même si la Guyane n'est pas à présenter, voilà, la connaître dans les livres et la vivre sont deux mondes. 75 fois la Martinique en taille, avec un défaut d'accessibilité certain, et une densité très très faible en majorité sur le terrain, une couverture de réseau Internet qui est partielle et régulière. Tout cela rend l'accès à l'information et au droit assez complexe. Fécondité, natalité, avec une bonne douzaine d'écoles, collèges, lycées qui ouvrent par an, une pluralité de communautés, une pluralité évidemment de langues, de cultures. Voici encore d'autres caractéristiques qui nous amènent, nous, la CAF, à vouloir développer des actions de proximité, une politique d'aller vers, une politique d'expérimentation. Pour nous, la Guyane est un laboratoire dans le sens noble du terme, tant l'aspect création, le caractère d'innovation sont de mise, et donc forment aussi nos postures résolument. Donc sur la parentalité, nous allons poursuivre sur la question 1, puisque le temps file. Donc, ce que je propose, donc, pour aller sur la question 1, Madame Christie, juste après que Madame Chandeli ait annoncé quand même quelques constats CAF sur voilà, les rôles des grands-parents, parents et autres membres. Madame Lydia Christie pourra poser son regard d'anthropologue. Je vous remercie pour votre attention. Merci Madame la Directrice, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités. Bonjour à tous. En effet, donc un constat très très marqué en ce qui concerne la caisse d'allocation familiale au regard de notre fichier. Donc peut-être pas grand-chose à découvrir, mais en tout cas nécessité de le préciser. Une jeunesse des parents. De fait, des grands-parents encore en activité et encore jeunes, bien évidemment, et en âge d'être en activité, donc rend difficile la relation. Un noyau familial qui est, comme le disait, je crois, Madame la Présidente, un peu plus large que ce que l'on peut constater au niveau de la métropole et des Antilles. Et puis, le statut particulier qui est marqué comme étant quelque chose d'acquis dans notre société via la maternité, et puis aussi également des grands-parents souvent, et là aussi je crois que Madame la vice-présidente l'avait déjà souligné, qui souvent donc, se substituent aux parents et également pour accompagner les parents dans leur rôle de parents. Voilà le constat que nous faisons, nous, aujourd'hui, au regard des populations, en tout cas des familles allocataires que la CAF connaît. Donc, comme indiqué par la directrice, nous laissons le soin à Madame Isabelle Christie de compléter ces éléments avec son regard de professionnel anthropologue. Merci.
Oui, bonjour, mesdames, Bonjour. messieurs. Ah, voilà, j'ai un écho, merci. Bonjour, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, sénatrices, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, j'ai 2 casquettes puisque je suis présentée comme directrice régionale aux droits des femmes et puis de temps en temps comme anthropologue. En fait, je suis professeure des universités en anthropologie, mise à disposition par l'université de Guyane à la préfecture depuis 4 ans en qualité de directrice régionale aux droits des femmes et je peux dire que les 2 fonctions sont véritablement complémentaires parce que lorsqu'on parle des familles en Guyane, on parle aussi beaucoup de problèmes des femmes en Guyane. Parce que bien souvent, les familles reposent sur les femmes. Alors, il faut savoir qu'on est dans une situation particulière en Guyane où les femmes qui représentent plus de la moitié de la population, c'est 51% de la population guyanaise, eh bien 57% d'entre elles n'ont pas de diplôme. Donc c'est lié à l'histoire de la Guyane, mais pas seulement qu'une histoire migratoire, c'est qu'on retrouve aussi parmi les populations nées en Guyane et autochtones, des populations, des familles non francophones. Donc la non-francophonie ne concerne pas qu'uniquement les populations étrangères en Guyane. Donc on peut être né français, autochtone et non francophone. Donc ça peut, montrer aussi de très grandes difficultés au sein des familles, qui sont pourtant, issues du territoire guyanais de manière ancestrale. Donc 57% de ces femmes, n'ont aucun diplôme. 11% des femmes de Guyane qui ont, plus de 30 ans ne sont pas titulaires du baccalauréat. Donc ces éléments vont avoir des incidences directes sur l'emploi, l'accès à l'emploi et le bien-être des familles. Parce qu'on a un taux de chômage régional de 44%, chômage régional des femmes, qui est le plus élevé de toutes les régions de France. Alors, conséquence, on va se retrouver avec des familles en plus grande difficulté, en plus grande précarité, où souvent l'éducation et les liens de parenté sont difficiles à entretenir et la transmission se fait dans des conditions extrêmement compliquées. Alors, la famille en Guyane est fortement liée à la scolarité. C'est-à-dire la réussite scolaire va dépendre aussi de la réussite professionnelle de la famille et donc des femmes, comme je viens de le dire. Donc là-dessus, si vous voulez que je développe plus, on peut continuer ou sinon je garde les éléments d'analyse pour les autres points, parce qu'en réalité, les différentes questions que nous allons aborder sont intrinsèquement liées les unes aux autres et expliquent le profil des familles et des liens de parenté en Guyane. Donc voilà pour le tableau général. Pour moi, il y a vraiment ce lien à faire entre situation des femmes en Guyane qui va expliquer aussi après la question des familles, de la structure familiale, des liens de parenté et de l'éducation. Vous me dites si vous voulez que je poursuive sur les autres points. Je pense qu'à ce stade, on peut peut-être passer la parole à Madame Aline Talbot pour faire un tour d'horizon déjà, un premier tour d'horizon avec l'ensemble des acteurs. Oui, bonjour tout le monde. Merci pour cette opportunité que nous avons pour justement vous faire voir la réalité du terrain. Donc moi, je suis Madame Talbot Aline, coordonnatrice du projet Grossesse Ado au réseau périnatalité de Guyane. Je vais vous parler tout à l'heure sur la problématique des grossesses adolescentes en long et en large. Du coup, si vous le permettez, Madame Idéa Kruski, sur les questions 1 et 2, voilà, c'était plus votre champ. Dans la mesure où vous êtes dans la même pièce et que vous vous êtes coordonnés, on vous laisse le soin de passer au travers du questionnaire. Avec votre organisation, il n'y a aucune difficulté. Ah, très bien. Merci, Président. Donc, pour la question 1 et 2, Madame Idéa Kruski, c'est vous qui avez la parole. Il nous a été rappelé que nous avons 10 minutes d'intervention par entité. Donc, vous interviendrez sur les questions 1, 2 et 5. Ah ben, très bien. Convenu. Très bien. Oui, très bien. J'ai un écho, je crois. Merci. Oui, alors je poursuis du coup. Donc maintenant, il faut examiner, pour comprendre la situation des familles, il faut véritablement examiner aussi au regard de la géographie et de l'histoire de la Guyane. Donc là aussi, on est dans un contexte particulier. Lorsqu'on parle des Outre-mer, on a vraiment un cas
particulier qui est celui de la Guyane, parce que nous ne sommes pas insulaires et on retrouve en Guyane une histoire particulière entre le littoral. Il faut bien distinguer le littoral et l'intérieur du pays et ça, cette division, cette coupure véritablement en deux de la Guyane est historique et elle a eu des conséquences directes sur la scolarité, l'histoire de la scolarisation et sur la vie, un impact considérable sur le niveau économique et la vie des familles en Guyane. Alors le littoral, jusqu'à la départementalisation, en fait, on voit que seul le littoral est véritablement concerné par la scolarisation. Donc, dès l'abolition de l'esclavage jusqu'en 1948, ce sont surtout les enfants descendants d'esclaves du littoral qui vont être scolarisés. À partir de 1948, avec la départementalisation, on voit en 1950 arriver les premières écoles et pensionnats catholiques à l'intérieur du pays pour scolariser les populations amérindiennes et noires-marronnes qui représentent la majorité de la population de l'intérieur à cette époque. Donc on va voir une différence considérable de niveau de vie et d'organisation familiale entre les populations du littoral jusqu'à aujourd'hui. On va voir que le littoral est mieux doté en matière scolaire et pourtant il est en retard lui-même avec des difficultés liées à la croissance démographique. Et l'intérieur du pays qui a pris considérablement du retard en matière d'infrastructures, infrastructures routières, mais aussi infrastructures scolaires. Pourtant, la croissance démographique y est très importante. Alors, les élèves qui sont scolarisés à l'intérieur du pays vont avoir de fait un retard scolaire. Et on va retrouver un taux de chômage des jeunes beaucoup plus important. On va retrouver du décrochage scolaire aussi en nombre plus important. Donc, on voit bien qu'à l'intérieur de la Guyane, c'est pas homogène parce que lorsqu'on se rapproche et qu'on compare les différentes régions guyanaises, eh bien, on va voir qu'en fonction de l'intérieur ou du littoral, les chiffres seront totalement différents. Donc là, il faudra être justement vigilant parce que l'organisation familiale, elle aussi, elle est différente. Les populations du littoral ont adopté avec la politique de l'assimilation, justement liée à la scolarisation, ces populations vont adopter le mode de vie occidental plutôt que celle de l'intérieur. Celles de l'intérieur ont encore ce mode de vie lié au clan et au lignage. Alors c'est là qu'on va retrouver les questions liées à la monoparentalité qui souvent sont confondues parce que dans les clans et des lignages matrilinéaires, c'est la mère qui a en charge les enfants. Le père n'a pas le droit, c'est totalement interdit, de se mêler de l'éducation de ses enfants. Alors, lorsque j'interviens avec mes collègues de l'INSEE qui font les recensements sur le terrain, on se rend bien compte que les questions posées aux mères et aux familles, c'est avec qui vivez-vous sous votre toit? Qui vit avec vous? Ben, je vis seule avec mes enfants. Donc, votre mari n'est pas là? Non, et je vis seule avec mes enfants. Résultat, on a tendance à euh, augmenter de manière artificielle les chiffres liés à la monoparentalité qu'il faut absolument corriger. Parce qu'on n'a pas une monoparentalité, en fait, elle est multiforme. On n'a pas une majorité de personnes, de femmes qui sont en situation d'isolement, de pauvreté et vraiment livrées à elles-mêmes, seules avec leurs enfants. Ça va représenter un très faible pourcentage dans cet ensemble. La majorité des familles monoparentales en Guyane sont reliées toujours systématiquement à une famille élargie. Donc, avec la présence des collatéraux, et c'est là qu'on va retrouver justement ces liens, cette collaboration, cette entraide entre les différentes générations qui est encore bien dynamique sur notre territoire et qu'il faut absolument conserver parce que lorsque nous avons des jeunes qui vont s'installer tout en restant en Guyane et qui vont s'installer dans d'autres régions, quitter l'intérieur pour aller sur le littoral, eh bien, le littoral pour eux, c'est, un pays totalement étranger qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas et ils pourront mieux s'insérer si ils ont des parents déjà installés. Donc c'est pour revenir à la question de la scolarisation, elle a eu un impact considérable sur, la réussite scolaire, cette géographie, parce que lorsque les écoles n'étaient pas, les infrastructures n'étaient pas présentes à proximité du domicile, eh bien les enfants étaient d'office, inscrits dans des pensionnats catholiques. Alors, ces pensionnats existent encore parce que toute la Guyane n'est pas dotée, pourvue d'équipements scolaires. Donc, on va se retrouver dans des zones géographiques où, ben, après le collège, je dois partir, ou même après l'école primaire, je dois quitter ma famille pour m'inscrire au collège à plusieurs kilomètres
de la maison, du domicile, où je termine le collège et au lycée, je dois partir pour m'inscrire au lycée à plusieurs kilomètres éloignés du domicile. Alors, cette particularité en Guyane pose de véritables problèmes de l'organisation des familles et la réussite scolaire. Lorsqu'on a 11 ans, lorsqu'on a 15 ans, on est encore très jeune et souvent en proie à différentes tentations s'il n'y a pas le contrôle parental, l'organisation, l'accompagnement de ces jeunes. Alors moi, je retrouve par exemple beaucoup de jeunes filles qui sont agressées sexuellement ou d'autres encore qui vont très facilement s'adonner à la consommation de substances psychoactives parce qu'ils rentrent dans des phases de dépression. Et puis d'autres enquêtes aussi que je mène sur les raisons de suicide plus importants à l'intérieur de la Guyane que sur le littoral, chez nos jeunes. Donc on a tout un enchaînement de conséquences liées à la géographie de la Guyane, à la scolarisation de nos enfants et aux liens familiaux qui sont distendus du fait justement de l'éloignement géographique alors qu'on n'a pas encore quitté la Guyane. Alors, lorsqu'on quitte la Guyane, beaucoup de jeunes sont amenés à suivre une carrière professionnelle à l'extérieur, mais il peut y avoir des conséquences encore plus dramatiques. Ça, je ne l'aborderai pas. C'est un autre sujet, on pourra en débattre plus tard. Heu, sur la question du coup de l'organisation familiale et de la monoparentalité, pour revenir sur, ces questions, eh bien, elle est souvent liée, bien souvent liée à, une volonté pour les jeunes filles que nous allons rencontrer, une volonté finalement d'exister. On va retrouver plusieurs raisons et l'une de ces raisons, bah, ça va être, l'envie d'exister dans ce dispositif qui est assez violent, hein, d'une certaine manière, où, il y a pas beaucoup de propositions qui sont faites, à l'emploi pour les femmes. Donc, peu d'emplois, peu de propositions et puis des jeunes filles qui n'ont pas de bagage scolaire suffisant pour trouver, une situation professionnelle qui permettrait une autonomie financière. Donc bien souvent, elles sont mamans alors qu'elles sont encore adolescentes et les enfants vont être pris en charge, par, les grands-mères, voire même par les arrière-grand-mères, puisqu'entre les générations, il y a souvent très peu d'écart d'âge. Donc, la maternité, à ce moment-là, pour certaines d'entre elles, va devenir comme une forme d'occupation. On a d'autres cas de figure, heureusement moins importants, mais d'autres cas de figure où, la maternité va arriver, à la suite d'abus sexuels. Ça, il faut aussi le souligner. Sans parler après, alors j'ai mentionné le fait que des jeunes filles devaient quitter leur domicile pour être scolarisées à des kilomètres, plus loin. Et là, on va se retrouver, avec, des situations, de prostitution. Donc, nous abordons en ce moment même dans la commission départementale de parcours de sortie de prostitution, installée par monsieur le préfet, ces questions justement liées à la prostitution de nos jeunes parce que, il est difficile pour eux de comprendre et là, il y a une sensibilisation importante à faire. On a des jeunes femmes qui ont des difficultés à comprendre que le fait d'échanger des prestations contre un téléphone portable, un tour en scooter ou bien 20 euros, c'est de la prostitution. Eh ben, on a beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à faire la part des choses, à comprendre et qui parfois, bien souvent en quittant le domicile, et je terminerai sur ces aspects-là aussi qui sont difficiles à contrôler en Guyane, c'est qu'on a souvent des jeunes qui sont plus sous le contrôle de la famille élargie et en quittant le domicile, vont faire connaissance avec les réseaux sociaux où eh ben, une bonne partie de la Guyane a des difficultés de connexion et une fois qu'on se rapproche du littoral, eh bien, on va avoir accès au téléphone portable et aux réseaux sociaux plus facilement, sans forcément avoir été éduqué, sans forcément avoir appris à utiliser ces nouveaux outils. Alors, en Guyane, en fonction des zones géographiques, et je conclurai sur cette particularité, eh bien, en fonction des zones géographiques, il y a des Guyanes auxquelles on doit s'adapter et tous les dispositifs qui sont proposés au niveau national, eh bien, on ne les décline pas de la même façon partout en Guyane. On s'adapte non seulement aux langues, parce que nous avons aussi 4% de nos élèves qui ne sont pas francophones. Donc, on adapte nos dispositifs aux langues parlées en Guyane, dont 10 sont reconnus comme langues régionales. On adapte nos dispositifs aussi aux différentes cultures et conceptions du monde présentes en Guyane. Je vous remercie.
nous pouvons, merci Madame Diakowski, Président, nous pouvons poursuivre sur la partie grossesse précoce. Très bien, merci. Et donc Madame Talbot va intervenir à la fois sur la question 4, mais plusieurs d'entre elles pour rester dans le timing que vous nous avez consenti. Merci énormément, Madame Hider. Effectivement, sur le terrain, on est appelé des fois à travailler ensemble. Elle a bien posé le cadre. Moi, je vais continuer, je vais poser une définition quand même. Alors, une grossesse précoce est une grossesse qui survient avant l'âge de 20 ans de la maman. Donc, en Guyane, on a 1300 grossesses adolescentes. Et nous, au réseau périnatalité, on accompagne 240 par an. Donc, les problématiques, on va y arriver pour vous montrer réellement dans quel contexte on intervient, dans les situations qu'on est confronté. Avant tout ça, je vais vous parler de l'étiologie des grossesses précoces en Guyane, qui relève d'un problème sociétal profond, parce que chaque situation, comme Mme Hider l'a bien posé, est particulièrement différente et a une histoire différente que nous, on prend le temps de recueillir, de prendre en considération et d'accompagner. Donc, les grossesses adolescentes semblent beaucoup, en grande majorité, peu désirées. Alors, les motivations, elle a bien souligné, c'est le désir de prouver la féminité chez quelques jeunes, le désir de s'émanciper également. On a des jeunes qui veulent s'émanciper, quitter la famille, le désir d'exister, le désir naturel de maternité, de se reproduire, le désir de prouver son indépendance à ses parents, mais également implicitement, ça je le vois également sur le terrain, c'est lancer un cri d'alarme, un signal de détresse. Souvent, les jeunes sont laissés à elles-mêmes, comme elle a bien mentionné, il y a des jeunes qui quittent l'intérieur pour venir sur Cayenne pour les études. Elles se retrouvent seules dans leur appartement, sans parents, isolés de leur communauté. Et il y a un jeune homme que la plupart du temps, ces jeunes rencontrent sur les réseaux sociaux. Et puis, elles se mettent en couple et il y a un enfant qui vient. Alors, les raisons qui poussent les jeunes à porter des enfants très tôt, ici en Guyane, ce qu'on observe en tout cas, les raisons sont à la fois sociologiques, socioculturelles et psychosociales. Alors, du coup, conscient ou inconscient, c'est un élément qu'on constate sur le terrain. Chez l'ado, la grossesse est parfois des manques et des carences affectives précoces. Alors, certaines adolescentes, peu entourées, elles recherchent systématiquement la tendresse, l'amour, à travers une sexualité dont elles ne comprennent ni usage ni vice caché. Alors, je vous donne un exemple d'une jeune 13 ans qui est en couple avec son copain de 15 ans. Les deux décident de faire un enfant. Alors, on a été invité à intervenir très tôt à la découverte de la grossesse et nos parents étaient totalement désemparés, un parent hyper impliqué dans le suivi de sa fille. Nous, on a rencontré la jeune à part seule. Elle nous explique qu'elle cherche son père parce que les parents sont séparés. Elle n'a pas de lien de proximité, d'affection avec son père. Elle nous fait comprendre que son père lui manque. Et du coup, pour elle, les compensations, c'est la sexualité. Son copain, il est toujours présent. Elle peut compter sur lui. Même, elle a traversé des situations tellement difficiles parce que la maman, là, voulait qu'elle avorte, l'a énormément accompagnée pour un avortement. Mais malheureusement, la grossesse était déjà avancée et la jeune a fait exprès de cacher la grossesse à sa maman parce qu'elle voulait garder son enfant. Donc, ce sont des réalités. Il y a une autre situation qui me vient rapidement en tête. La jeune, elle a 16 ans et son père apprend qu'elle a commencé à avoir des relations sexuelles. Le papa l'apprend et l'amène en dehors de la famille, en dehors de la vie, dans la forêt. L'a tellement tabassée au point où elle est restée à la maison pendant 5 jours. Parce qu'elle a eu des rapports sexuels
Et quand elle nous explique, elle dit, madame, je cherchais mon père aussi, parce que mon père venait de se séparer de sa maman. Mon père me maquille, il y a une carence, il y a un besoin qu'elle voulait combler. Et la question qu'on lui a posée, est-ce que les coups ont réduit ton appétit ou ton appétence au niveau de la sexualité? Elle nous a dit non, je me suis donnée à fond dans la sexualité. Et même à un moment donné, elle nous rapporte qu'elle a vécu des viols collectifs. Ce sont des situations, nous, qu'on écoute, on essaie de compatir, on essaie d'accompagner, on essaie d'orienter autour des partenaires qui existent dans la ville. Mais ce sont des réalités qu'on découvre. Alors, justement, la découverte de la grossesse, les jeunes, elles sont complètement perdues, démunies, voire désemparées. Elles sont confrontées à la galère du quotidien, hostile, le rejet des parents, le rejet de l'éducation, aussi de l'école. Un exemple simple, des fois qu'on fait des équipes éducatives pour trouver des solutions pour la scolarité, la plupart même des professionnels qui sont à l'éducation nationale c'est tellement violent qu'ils n'arrivent pas à adopter une posture professionnelle, compatissante envers ces adolescentes. C'est une réalité. Nous, en réseau Pernat, en tout cas, on me connaît aujourd'hui d'être la personne qui va essayer de recadrer un peu quelques professionnels pour qu'on reste justement dans la bienveillance parce que ces jeunes sont vraiment très démunis. Parce que je ne vous ai pas cité les statistiques, vous les connaissez, j'ai suivi les différentes études menées. Donc la Guyane, vous connaissez le tableau, mais rapidement, en tout cas ici au réseau Périnat, ce qu'on fait, il y a 20% des collégiens qui sont déscolarisés. Donc le collège, ce n'est même pas le lycée. 20% de nos accompagnements des collégiens, ça veut dire des jeunes de moins de 15 ans, sont déscolarisés. Je continue. Donc, du coup, les maternités chez les adolescents en Guyane, en tout cas, comme on dit, c'est un facteur c'est la conséquence de la précarité, de la pauvreté, de la mauvaise maîtrise ou l'absence de la contraception, le faible niveau d'éducation, l'inégalité entre les sexes aussi, et certaines normes et attitudes communautaires. Et les grossesses adolescentes présentent des risques médicaux, et là je vais vraiment essayer de souligner ça, des risques médicaux, sociaux et psychologiques très importants. Au niveau des risques médicaux, il y a le corps de la jeune, le corps n'est pas assez mature pour porter la grossesse, et les risques médicaux peuvent être très importants, notamment les naissances prématurées, les jeunes qui ne font pas suivre leur grossesse parce que pour elles, ce n'est pas une priorité. L'enfant que la jeune porte, il n'y a pas le lien déjà dans le ventre. C'est comme si je découvre quelque chose que je ne maîtrise pas également. Donc l'impact social, nous voyons des risques, comme je viens de le mentionner, il y a la grande pauvreté, la déscolarisation, la prostitution, Madame Hider l'a bien souligné, pour subvenir aux besoins de leurs enfants et de leurs besoins aussi, les mamans, les jeunes. Il y a l'isolement social, il y a la difficulté d'établir le lien mère-enfant, les impacts sur la santé de l'enfant, et les jeunes filles sont les plus impactées par les maternités précoces que les garçons du même âge, ce qui contribue également à renforcer les inégalités de genre dans notre société. C'est des éléments qu'on rencontre souvent. Malheureusement, la jeune va abandonner l'école parce qu'elle n'a personne pour garder son enfant. On a des cas comme ça. Et parce que il y a l'isolement, les parents sont dans un autre pays, la jeune est issue de l'immigration. Elle arrive ici toute seule, elle est enceinte, elle accouche, il n'y a pas de communauté autour. Et elle est obligée d'abandonner l'école parce qu'elle n'a personne pour garder son enfant et elle n'a pas les moyens pour payer le service de garde. Donc, il y a les impacts aussi psychologiques qu'on a beaucoup relevés. À la découverte de la grossesse, la santé mentale de la jeune prend un coup important. Souvent, les rapports sexuels, je l'avais dit, ne sont pas consentis. Il y a des violences sexuelles. Nous, nos accompagnements, on a plus de 10% de nos accompagnements où les jeunes ont été abusés sexuellement. Elles portent des enfants issus de viols. Elles ont décidé de garder les grossesses malgré que ce sont des violences sexuelles.
Donc, la grossesse n'est pas du tout planifiée. Donc, les jeunes y vivent, c'est des risques aussi, les jeunes prennent des risques et tombent enceintes sans être planifiés. La jeune ne s'imagine pas devenir maman à son âge, à 13 ans, 12 ans, on n'imagine pas devenir maman. Donc, elle appréhende le suivi de la grossesse. Une souffrance mentale est très observée. On rencontre la honte, le repli sur soi, les dénis de grossesse, la culpabilité qui fragilise beaucoup la santé mentale et la culpabilité aussi de l'entourage. Les parents qui ne soutiennent pas, qui vont culpabiliser à outrance aussi. Et ça conduit à des idéations suicidaires, on l'a bien dit aussi. La plupart des jeunes sont orientés rapidement vers des psychologues du CNPADO, des psychologues de l'hôpital pour un suivi psychologique parce que leur santé mentale est très touchée. Et le soutien là, du coup, mon rôle, c'est vraiment mobiliser le soutien de l'entourage parce qu'une jeune qui est bien entourée par sa famille va traverser cette grossesse tranquille, sans problème, qu'une jeune qui est isolée, sans soutien de sa famille. Donc, les jeunes filles qui ont subi des agressions sexuelles, bon, comme je viens de le dire, le suivi psychologique s'avère indispensable. Je me rappelle de cette jeune qui est venue me voir abusée par son père, je vais essayer de le dire sans pleurer. Et elle me dit, Madame Talbot, je pense que j'ai mon enfant, c'est mon père, il faut que je fasse un test de paternité. Effectivement, c'est difficile d'entendre des propos comme ça. Oui, le père, il est incarcéré, heureusement d'ailleurs, il est en prison. Donc la jeune, elle vit avec cet enfant qu'elle voit, qui représente le viol de son père. Et ça, c'est un cas où le papa est en prison. Mais on a d'autres situations, malheureusement, les jeunes sont violés et les violeurs sont toujours autour de la jeune. Donc il y a aussi cette problématique de la justice ici, où bon, voilà, il y a des situations comme ça qui arrivent. Donc, du coup, pour comment aider, nous, on essaie d'accompagner au mieux les deux. Hein, ça, c'est des chiffres internes qu'on est en train de voir ici. Il y a des chiffres rapidement pour vous donner quelques chiffres. Nous avons 50% à l'ouest des jeunes qui sont français. Donc, il y a 50% de jeunes qui ne sont pas français. Nous avons 80% de ces jeunes qui sont déscolarisés parmi les 240 jeunes filles qu'on accompagne. Donc, comme on a dit, il y a 5% à l'ouest qui sont issus de viols et 35% subissent des violences. Et ça, c'est aussi des faits. C'est la même chose à l'est. Nous, les jeunes, vivent énormément de violences, que ce soit les parents, l'entourage. Elles sont confrontées à des violences. Alors, rapidement, je voulais vous parler des problématiques, mais je ne pense pas que j'ai le temps, mais je vais y arriver. Oui, ok, super. Alors, les problématiques, comme je l'ai bien mentionné, c'est l'extrême précarité matérielle, psychologique de ces jeunes. Il y a l'absence de trouble de naissance pour la maternité, c'est la réalité. Logement insalubre, sans eau ni électricité pour la plupart, manque de nourriture. Personnellement, il y a des jeunes qui me disent, Madame, est-ce que je peux avoir un colis alimentaire? Je ne mange pas, elle est enceinte. Des fois, on est obligé d'aller courir les CCAS pour pouvoir avoir des colis alimentaires. Aujourd'hui, en Guyane, le seul, je dirais, partenaire qui offrait rapidement, facilement les colis alimentaires, qui est la Croix-Rouge, a cédé ses missions au CCAS qui était déjà débordé dans cette distribution des colis alimentaires. Donc, on a des jeunes qui n'ont rien à manger, elles sont enceintes. Donc, on a je voulais aussi vous donner un exemple d'une jeune récemment qui a 15 ans, enceinte de 6 mois, qui vit dans une chambre qu'elle partage avec sa mère et ses 3 frères et sœurs. La jeune n'est pas scolarisée. Son établissement scolaire se trouve à Remire-Montjoly, elle habite au Cayenne. Donc, du coup, elle marche pour arriver à Remire-Montjoly. Je ne sais pas si ceux qui connaissent un peu la Guyane, c'est quasi impossible. Elle n'a pas les moyens pour se payer le bus et elle a abandonné l'école. Aujourd'hui, la mère m'a regardé droit dans les yeux, m'a dit, Madame Talbot, comment je vais faire pour accueillir le bébé de ma fille? On visite la petite chambre, on a des rats qui tournent autour. Cette maman, elle est en situation régulière. Ce n'est pas une maman qui n'a pas de carte de séjour. Mais elle a fait un renouvellement. On lui donne des récépissés. Ça fait plus d'un an qu'elle reçoit des récépissés de 3 mois.
Avec ces récépissés de 3 mois, la mère ne peut pas faire valoir ses droits aux allocations familiales, elle ne peut pas travailler et cette situation l'a plongée dans une grande précarité alors qu'elle s'occupe de sa fille qui est enceinte qui a 15 ans. Sa fille consomme du Cali, elle a l'autre fille qui a 14 ans qui aussi consomme du Cali. La mère me regarde des fois, je dis, bah, madame, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Bon, voilà. Donc, il y a des problématiques. Il y a aussi les cassures avec la famille. Il y a le décrochage scolaire, je vais vite, hein, et la garde d'enfants, comme je l'ai dit, l'isolement social. Alors, rapidement, il y a des troubles de comportement, c'est déjà écrit. Rapidement, parce qu'il ne reste qu'un quart d'heure et on voudrait pouvoir couvrir notamment le champ des politiques familiales et prestations. Voilà, les préconisations, aujourd'hui, on est 2 référentes grossesses adolescentes en Guyane sur 1300 grossesses ados. Ce n'est pas du tout assez avec les problématiques qu'on rencontre. Donc, il nous en faut 4. Donc, il y a des créations des postes parentalité pour soutenir les jeunes après l'accouchement. Parce qu'il y a des jeunes, après un mois, après la sortie de l'hôpital, tout ce qui est écran, les jeunes montrent des dessins animés à ces enfants à la sortie de l'hôpital. Les jeunes ne savent pas comment nourrir leur bébé parce que c'est des jeunes eux aussi qui sont perdus. Et aujourd'hui, je lance un cri d'alarme, même je l'ai déjà lancé depuis longtemps à d'autres personnes qui veulent l'entendre. On est à non-assistante en personne en danger. C'est des bébés qui font des bébés et on ne les accompagne pas après la naissance. Je vous remercie énormément. Il y a un centre maternel aussi qui manque en Guyane, dont vous connaissez déjà, hein, donc tout le monde est au courant. Donc je vous remercie énormément de m'avoir écouté. Et voilà. Merci. Merci, Mme Talbot. Nous proposons de poursuivre avec justement les politiques familiales et donc les prestations. Donc, Mme Suleiman pardon, va prendre le flambeau. Merci Madame la Directrice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, à l'ensemble des participants, bonjour. Simplement, très rapidement, effectivement, les politiques sociales et familiales sont à l'interface de nombreuses politiques sur le territoire, politiques de santé, politiques sociales, d'insertion, de prévention. Et ce que l'on observe, c'est qu'il existe une diversité d'acteurs et de projets sur le territoire. Il existe une diversité de plans, le plan de lutte contre la pauvreté, les schémas territoriaux des services aux familles, de l'action sociale de proximité. Enfin, nous avons une grande liste qui nous amène à questionner en fait la question de la coordination, on y reviendra plus tard. Ce que l'on note, c'est que sur le territoire, les projets en direction des familles et de la parentalité sont portés à près de 80% par des associations. Ce portage, c'est un atout, ça on le constate, un atout parce que cela permet un maillage sur le territoire, être au plus près des populations. Mais effectivement, l'enjeu majeur, c'est bien celui de la coordination de ces acteurs, de leur décloisonnement, de la mise en réseau des partenaires et des actions. Alors, au titre du Fonds national d'action sociale, qui est donc un fonds de la branche famille sur le territoire, ce sont près de 24 millions qui sont dédiés annuellement aux services aux familles, alors incluant bien évidemment la petite enfance, la jeunesse, mais si l'on observe et si l'on fait une focale spécifique sur la parentalité, on est à près de 1 500 000 € annuels dédiés, fléchés sur des projets et des actions parentalité. Ce que l'on peut observer, en tout cas au travers de ces données-là, c'est qu'en termes de dispositifs, celui qui est mobilisé majoritairement, c'est le réseau d'écoute et d'accompagnement à la parentalité. On a aussi le contrat local d'accompagnement à la scolarité, mais de manière plus minoritaire. Et effectivement, les projets d'envergure tels que la médiation familiale, les espaces rencontres, les lieux d'accueil enfants-parents, mais aussi l'accueil de la petite enfance qui permet de socialiser, de travailler le lien parent-enfant. Ce sont des services, des projets qui nécessitent des compétences professionnelles sur le territoire, qui nécessitent des moyens économiques pour inscrire de manière pérenne ces services-là en direction des populations. Et c'est tout le travail effectivement que l'on fait aujourd'hui, mais qui est à renforcer
fortement, à notre sens. Alors, moi, je ne vais pas être longue. Comment dire, on va aussi aborder peut-être la question de la formation, c'est ce que je disais, la compétence. Alors voilà, pour développer des services aux familles et des actions parentalité, oui, des techniciens d'intervention sociale et familiale, ça nous manque cruellement. Des auxiliaires de vie aussi, cela nous manque cruellement. La question des travailleurs sociaux, des personnes qui sont en capacité de porter de l'ingénierie de projet. En fait, ce domaine-là, pour nous, est assez prioritaire, en ce sens qu'il permet justement la structuration et la mise en place dans le temps de tous ces services-là. Et en fait, nous avons des pépites, puisque sur le territoire, nous avons une jeunesse, en tout cas un taux jeune. Voilà, un vivier en fait qu'il faut que l'on accompagne et que l'on porte pour que justement ils soient demain, eux, en action sur le territoire pour ces services-là. Voilà, oui, alors nous avons identifié différents besoins qu'on va balayer très rapidement, ce manque de coordination dont je vous parlais, en termes de synergie entre les acteurs, le manque de visibilité, donc des acteurs qui interviennent dans le champ de la parentalité, un ciblage qui n'est pas spécifique sur certaines actions au risque de passer à côté de certains besoins. Donc, cette méconnaissance des acteurs, on l'a dit, des projets cloisonnés. Ce que l'on propose, en tout cas collectivement, c'est qu'il puisse y avoir la désignation, en tout cas l'identification d'un chef de file de la parentalité, pouvoir développer justement cette coordination territoriale dédiée à la parentalité avec la mise en place d'un chargé de mission parentalité. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est inscrit, c'est une volonté politique qui est actée et posée dans le schéma territorial des services aux familles. Mais la question de l'ingénierie reste centrale et c'est bien qu'aujourd'hui, une des difficultés que l'on rencontre pour que cela se mette en mode opérationnel. Ce que l'on souhaite, c'est aussi créer et mettre en place des dispositifs dédiés donc, à la coordination et accompagnement individuel des familles et des enfants, mais aussi les financements associés. C'est qu'aujourd'hui, au titre de la, en tout cas, politique familiale, branche famille, on intervient majoritairement sur des services collectifs. C'est vrai que l'approche individuelle, accompagnement individuel, voilà, qui l'apportera, comment elle se finance, comment on peut être plus en proximité auprès des parents et des familles sur les territoires. Alors, on a des exemples, l'école des parents, le soutien à la parentalité, les actions collectives type point info parents, enfin voilà, tout ça ce sont des sujets qui sont aujourd'hui portés, que l'on a intérêt à promouvoir encore plus et à déployer. Puis enfin, une des propositions est la mise en place d'un observatoire de la parentalité. Je continue. Donc effectivement, en termes de constats, mais qui là sont plutôt effectivement sur le déploiement des projets services parentalité sur le territoire. On en a parlé, les fragilités structurelles, les modèles économiques fragiles et l'insuffisance d'interlocuteurs de proximité. Et donc, à certains moments donnés, l'absence de porteurs de projets sur les territoires qui sont les moins denses et éloignés. Cela, ça impacte énormément l'insertion sociale professionnelle des familles accompagnées. Donc, en termes de propositions de réponse, oui, et c'est bien ce qui nous rassemble aujourd'hui en termes d'ambition, c'est de pouvoir adapter les cadres institutionnels aux réalités locales, donc les modalités de financement des services. On est aussi sur l'ambition de pouvoir renforcer l'offre de formation des professionnels, on a parlé tout à l'heure, mais dans le champ d'action sociale et les effectifs en lien avec les projets. En fait, on est vraiment dans une idée prospective, c'est-à-dire que si demain, on se dit, voilà, on a besoin de 30 services aux familles, quels sont les professionnels qui sont attendus derrière, qu'est-ce que cela produit aussi économiquement sur le territoire, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est aussi un effet boule de neige, et que donc toutes les problématiques que l'on a abordées en point A, qui relèvent de l'insertion, de la précarité, de la fragilité, tout ça, en fait, en tout cas, la mise en place des services, la formation, la professionnalisation, l'insertion sociale, participe à lever le territoire de manière positive et à lever les freins rencontrés aujourd'hui par les familles. Enfin, l'aide éducative à domicile, aujourd'hui, qui est effectivement de la compétence de la collectivité territoriale de la Guyane, ce que l'on observe, en tout cas, c'est qu'il y a des délais qui sont un peu longs, effectivement, et là-dessus, voilà, c'est se dire comment on peut renforcer, accompagner cette prise en charge. On est sur le renforcement donc, des actions de sensibilisation, de prévention sur la vie affective et sociale auprès des enfants, milieu scolaire et des familles.
mettre en place une éducation à la parentalité en ce sens. Et on a des dispositifs qui sont à déployer, qui sont à renforcer, tels que les dispositifs vacances aux familles, tels que l'aide à domicile pour le répit parental. Voilà, ce sont des initiatives, des expérimentations qui ont été portées par la Caisse d'allocation de Guyane, mais qui aujourd'hui, encore une fois, comment dire, le frein majeur, c'est de se dire mais qui va être en capacité de porter cette ingénierie, de déployer, de pérenniser, de définir des modèles économiques, en tout cas de penser des modèles économiques suffisants pour qu'elles puissent être viables donc à terme, une question effectivement des compétences. Merci. Pour compléter sur la question des politiques familiales, donc au niveau de la collectivité territoriale, c'est vrai qu'on a des schémas qui sont élaborés. Néanmoins, il y en a pléthore. J'en ai recensé pour le champ des familles 4. Il y a non seulement des schémas, mais aussi des contrats avec des partenaires institutionnels. Je pense par exemple au contrat de protection de l'enfance entre la collectivité territoriale, la préfecture et l'ARS. Donc, ces schémas sont présents, mais ils se superposent bien souvent. Alors, peut-être qu'il y aurait nécessité à les fusionner et ou les simplifier pour une meilleure lecture, non seulement des partenaires, mais aussi en interne, au niveau de la collectivité. Bon, même si ça relève d'un fonctionnement interne, mais c'est aussi dû aux différentes réglementations qu'on doit appliquer, en tout cas qu'on doit mettre en œuvre. Donc, ces schémas et ces contrats sont élaborés, bien sûr, en concertation avec les différents partenaires institutionnels, mais également avec les acteurs de terrain, même s'il y a encore des améliorations à apporter. Mais du fait de ce manque de transversalité, et souvent il y a un cloisonnement en interne et en externe, ça ne permet pas un déploiement efficient au bénéfice des familles. Le constat que j'ai également fait, c'est qu'il manque parfois des instances de concertation. Je vais citer un exemple, les comités locaux du travail social et du développement social qui ont été instaurés en 2019 de mémoire par le Haut Conseil du travail social n'existent pas en Guyane et il ne s'agit pas de créer des instances à tout va, mais vraiment de voir ce qui est le plus pertinent pour une harmonisation non seulement des orientations, mais des cofinancements. Et pourquoi pas, ces instances de concertation permettraient un réajustement des dispositifs en cours de route et pas d'arriver en fin de contrat, fin de dispositif ou fin de schéma pour se rendre compte au final qu'on aurait pu aller dans telle direction ou réajuster à tel ou tel moment. Ça permettrait de la réactivité. Il a été question effectivement des politiques, je crois que c'est Mme Talbot qui l'a abordé, la régularisation administrative des personnes, des usagers des différents services. Effectivement, ça pose souci parce que ça accentue en tout cas la précarité sociale des familles. Et à notre niveau, il y a une incompréhension parfois des orientations prises par les services de l'État. Des personnes qui sont nées sur le territoire ou tout à fait régularisables ne le sont pas et souvent on ne sait pas pourquoi. Donc peut-être que là aussi il faudrait une instance de concertation ou en tout cas des espaces dédiés pour pouvoir comprendre pourquoi certaines personnes sont privées de leurs droits. En tout cas, ça a des conséquences assez importantes, non seulement pour la personne, mais pour les institutions que peuvent être pas forcément la CAF, puisqu'elles n'ont pas, elles sont privées de droits communs, en fait, de l'accès aux droits communs. Ce qui fait qu'au niveau de la collectivité, ça vient engorger les services et les dispositifs. Et les travailleurs sociaux, les services, parfois ne peuvent pas, je pense au service social de proximité, service social territorial, qui sont empêchés de remplir leur mission, notamment la mission de prévention, ce qui fait qu'on est souvent dans du curatif que dans du préventif. Et donc, les travailleurs sociaux, au niveau de la CTG, font essentiellement de l'humanitaire. En termes de parentalité, les besoins, pour aller très vite et succinctement, il y a besoin d'actions et de dispositifs donc, au niveau de la prévention, besoin en professionnels formés, diplômés. Madame
Souleymane, pardon, le disait, pardon. Oui, là, par rapport au vivier qui est présent, effectivement, on a le vivier, mais il faut le mettre en adéquation avec la formation. Donc, on en revient effectivement à la scolarisation. Pardon, j'ai perdu le fil, donc je vais reprendre mon petit support que j'ai essayé de m'en dégager. Donc, besoin de professionnels formés, diplômés, besoin de dispositifs et structures de prise en charge. On a évoqué effectivement les centres parentaux. Il n'y en a pas sur le territoire. Sachant les besoins, peut-être également, là c'est une proposition qu'il faut des mesures dérogatoires pour créer des dispositifs, des structures. On pense aux centres parentaux, mais on pense aussi aux établissements scolaires. Parce qu'au vu de la population qu'on a et de la population qui est soit en décrochage scolaire ou pas scolarisée, donc accentuation aussi au niveau de l'illettrisme, un tas de choses en tout cas, on est d'avis qu'il faudrait, en tout cas au niveau de la FAPEC, pas forcément CTG là, qu'il faudrait des mesures dérogatoires pour réduire les temps de délai, par exemple pour la passation des marchés. Donc, je ne vais pas être plus longue puisqu'on a, dans le support qui vous a été envoyé, il y avait des propositions, des préconisations en termes d'action. Je pensais à la création d'un dispositif pour susciter et accompagner les vocations, donc sensibiliser sur les métiers en tension. Là, on pense particulièrement aux métiers du social, du médico-social et bien sûr du sanitaire, mais en allant vers. Pas forcément, on le sait, il y a des zones qui sont enclavées, qui sont éloignées sur notre territoire. Donc, il faut aller vers ces jeunes, vers ces populations et pas attendre qu'ils arrivent à l'université ou qu'ils soient en terminale, mais dès le collège, dès la 5e, la 6e, la 5e, pourquoi pas. Donc, et on crée un dispositif donc, pour susciter et accompagner les vocations, accompagner jusqu'à l'obtention, si besoin, du diplôme d'État. Et quand je dis accompagner, c'est réfléchir à l'hébergement, le transport, les moyens de subsistance, donc bourse, aller vers la réussite éducative, donc penser à un tutorat, en tout cas favoriser la réussite éducative de ce vivier qu'on a et qu'on ne peut pas laisser en état. Voilà. Je vous remercie. Très bien. Merci à vous, Madame Chambaud. Juste une petite focale par Monsieur Noguera. Avec plaisir. Une petite focale. J'en suis désolé pour lui. Désolé pour lui. Ah oui, écoutez, pas de souci. Bonjour à vous tous, mesdames, messieurs, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs. Juste quelques chiffres pour que vous puissiez savoir le montant global des différentes prestations sociales qui sont versées aujourd'hui aux familles par la Caisse d'allocation familiale de la Guyane. Aujourd'hui, c'est plus de 565 millions d'euros, toutes prestations confondues, qui sont versées sur le territoire, dans le territoire guyanais bénéficie, dont notamment plus de 232 millions d'euros à destination des bénéficiaires de minima sociaux. À noter également que 56% des allocataires dépendent des prestations des minima sociaux et 44% d'allocataires dépendent totalement des prestations. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, la CAF de la Guyane, c'est 565 millions d'euros et c'est surtout des allocataires qui bénéficient principalement et souvent uniquement soit des prestations sociales, soit des prestations familiales. Très bien, merci Monsieur Noguera. Donc, 565 millions, c'est 1 500 000 euros injectés par jour dans l'économie. Juste pour terminer, pour résumer juste sur l'ambition donc de développer, d'adapter, de structurer l'offre parentalité donc sur le territoire. Si on peut retenir 3 axes, ce serait justement la mise en place d'une coordination territoriale sur la parentalité, d'avoir une animation du réseau parentalité donc sur la Guyane
Et effectivement, Madame Chambaud l'a très justement souligné, former et accompagner les professionnels, mais sensibiliser tous ces jeunes et les accompagner justement sur des cursus permettant par la suite d'être complètement acteurs du pays et de porter eux-mêmes les ambitions du territoire. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Nous avons terminé. Merci en tout cas de la qualité. Alors, si je peux vous demander de couper votre micro quand je parle, ce sera plus simple. Voilà, merci. Ouais. Ça y est, on y est. C'est plus simple pour tout le monde et il y a moins d'écho. Je pense que c'est plus agréable. Donc, merci en tout cas de la qualité des réponses et surtout de la qualité du document que vous nous avez envoyé, qui est extrêmement complet. Voilà, je voulais vous le dire, parce que même si on n'a pas pu entendre, et je m'en excuse auprès de M. Noguera, qui est arrivé à la fin de tout, on a l'ensemble des éléments qui nous permettent de passer au travers des questions qui vous ont été adressées. Et avant de passer la parole à mes collègues, et je pense notamment à Victoire, Marie-Laure, et puis notre collègue qui est également présent dans la salle, qui le souhaiteront, j'ai une réflexion, puisque vous parliez, Madame, de coordonner les acteurs sur le territoire. Moi, j'ai en tête celui de Saint-Pierre-et-Miquelon, que je connais évidemment puisque j'en suis issu, où la caisse d'allocation familiale, en l'occurrence la caisse de prévoyance sociale locale, a initié un schéma enfance-famille. C'est elle qui a été le pilote avec l'ensemble des acteurs du territoire, avec une vision partagée par l'ensemble des acteurs. Donc je ne sais pas si c'est le type d'organisation ou de pilotage qui pourrait être inspiré sur votre territoire, peut-être plus compliqué par les distances, mais en tout cas au niveau des acteurs, je pense qu'effectivement, il y a certainement des éléments de réponse à avoir, parce que j'ai bien senti qu'il y avait une question de coordination territoriale pour éviter notamment l'empilement des différents schémas que vous avez évoqués et faire en sorte qu'ils soient surtout imbriqués les uns les autres quand ils touchent les mêmes dimensions. Et c'est ce qui nous avait motivé à l'époque à Saint-Pierre-et-Miquelon. On n'avait pas fait un schéma parentalité stricto sensu, on avait fait un schéma d'action sociale et familiale au sens large, avec les acteurs que sont les mairies, la collectivité, la caisse d'allocation familiale, ce qui nous permettait de couvrir l'ensemble du champ avec des chefs de projet en fonction des champs de compétences finalement, ce qui nous permettait d'avoir une vision partagée. Donc je vous le livre parce que c'est une réflexion qui m'est venue à l'esprit en vous écoutant et j'ai bien noté que ça faisait partie des trois, je dirais, les trois sources d'évolution fortement souhaitées à la fin de votre document. Donc je voulais vous le livrer et je vais peut-être laisser la parole à nos collègues avant de pouvoir passer à l'audition de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc je regarde mes collègues pour savoir s'il y a des questions. Peut-être Marie-Laure, Victoire Jasmin. Victoire Jasmin peut-être d'abord et ensuite Marie-Laure Finera-Horst, la sénatrice de Guyane. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je vous remercie et je remercie tous les intervenants que je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est très complet, mais je crois que l'aménagement du territoire en Guyane, ça mérite vraiment qu'on puisse s'y attarder également parce que j'ai entendu certaines recommandations qui ont été faites par les uns et les autres. Et je crois que pour les personnes qui habitent sur le fleuve, qui ont de grandes difficultés, et les enfants qui très tôt partent de la famille pour aller à l'école en pirogue, qui reviennent en pirogue, qui ont de grandes difficultés. Donc, tout a été décrit. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que là, comme vous l'avez dit, des éléments vous ont été transmis. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'on prenne en compte les situations dramatiques que vivent les Guyanais. Et à certains endroits en Guyane, il y a effectivement un taux de suicide trop important chez les jeunes. Et il faut une attention toute particulière. En tant que rapporteur, je souhaiterais vraiment qu'on puisse mettre l'accent sur toutes les difficultés qui ont été décrites et sur la nécessité de former. Là, ça a été dit, j'ai beaucoup apprécié les interventions qui parlent de la formation, parce qu'il est question aussi de cela, mais ne pas forcément mettre toutes les formations au même endroit. Il faut vraiment trouver les voies et les moyens pour former déjà à distance, mais le rapport de la défenseur des droits nous a démontré il y a quelques jours qu'il y a de grandes difficultés sur certains de nos territoires, y compris la Guyane évidemment, pour l'électrolysme, pour également l'illettrisme, mais aussi l'accès au réseau, ça a été dit. Mais nous devons peut-être changer le modèle économique, mais aussi le modèle de prise en compte des formations, parce que faire des formations différenciées sur certains territoires et mettre en place des possibilités de VAE, enfin, il y a peut-être trouver des outils différents pour l'ensemble du territoire, parce que c'est très compliqué de circuler en Guyane, d'aller d'un point A vers un point B, parce que c'est très éloigné et c'est des surcoûts, mais aussi des difficultés réelles.
Donc, je n'ai pas de questions précises, étant donné que, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, qu'il y a des données qui nous ont été transmises. Je vous remercie d'autant plus, Madame la Présidente Annick Billon et aussi vous, Monsieur le Président Artano, pour l'intérêt que vous avez porté sur la situation de nos différents territoires et de façon singulière sur la Guyane. Merci beaucoup. Merci, Madame la rapporteure. Je vais maintenant laisser la parole à mes autres collègues, peut-être commencer par Marie-Laure Finira-Horst qui avait levé la main. Oui, merci beaucoup, Président. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai beaucoup apprécié effectivement les interventions, comme vient de le dire la collègue Victoire Jasmin. J'ai deux questions qui ne demandent pas de réponse longue. Alors, une première question à Madame Talbot sur le rapport sur les inégalités de santé en Guyane qui date du 4 mars 2021, avec comme grande ambition de permettre à chaque femme enceinte, où qu'elle réside en Guyane, de bénéficier d'une visite prénatale au cours du premier trimestre de grossesse. Nous savons que la surveillance de la grossesse démarre souvent très en retard en Guyane et empêche ainsi le dépistage d'éventuelles complications médicales. Pouvez-vous me dire quel pourcentage de femmes enceintes bénéficient aujourd'hui de cette visite prénatale? Et j'ai une question aussi pour Madame Aïssa Touchombo. J'ai eu l'occasion d'alerter Madame Charlotte Cobel, secrétaire d'État en charge de l'enfance, sur la situation de l'accueil des jeunes dans les familles hébergeantes. Certainement, des mesures seront annoncées dans les semaines qui viennent. Toutefois, il serait intéressant d'avoir l'avis de Mme Chombo, qui est toujours sur le terrain tous les jours. Voilà, Président, merci beaucoup pour les réponses. Je laisse le soin à nos amis de Guyane de te répondre, chère Marie-Laure. Alors, pour répondre à la question, alors je ne peux pas répondre vraiment à la question largement. Tout ce que je sais qu'aujourd'hui, le réseau périnatalité a mis en place un dispositif pour couvrir les soins des femmes qui n'ont pas de couverture santé. Ça veut dire des femmes qui viennent des pays voisins, enceintes, et qui ne peuvent pas bénéficier de la couverture santé. Donc, il y a un dispositif de consultation gratuite au niveau des échographies. Donc, c'est pris en charge par le réseau de périnatalité, mais à part ce dispositif qui est financé, qui est payé par le réseau, je ne peux pas vous donner plus d'éléments, mais quand vous allez revenir en Guyane, et j'espère bien qu'on pourra se rencontrer Mme Bernard qui vous donnera plus d'informations. Merci. Je prends le relais. Donc, pour compléter la réponse de Mme Talbot et pour répondre à votre première question, Madame la sénatrice, cette question des visites prénatales faisait partie c'était un point du contrat protection de l'enfance entre la CTG, ARS et les services de l'État. Donc là aussi, on est confronté à la pénurie de professionnels. Donc la CTG, pour être honnête, a été en incapacité de remplir cette mission, faute de pouvoir recruter. Parce que le financement qui avait été alloué ne pouvait permettre n'était pas dédié à financer des postes existants. C'était vraiment des nouveaux postes ou du recrutement. Donc voilà, pas de chocolat. Voilà. Et donc, pour répondre à votre deuxième question sur les familles hébergeantes, on parle bien des familles hébergeantes, hein, pas des assistants familiaux. Donc, le sujet est toujours d'actualité. Alors, j'ai interpellé le cabinet du président Serville récemment là-dessus. Je sais que c'est la collègue Annie Robinson-Chocho qui a repris ce dispositif. Qui va y travailler. Je n'ai pas forcément plus d'éléments là-dessus au niveau de la collectivité, mais je sais que le Grand Conseil coutumier s'est saisi de la question. Il travaille dessus depuis plusieurs mois déjà. J'ai eu l'opportunité justement d'avoir des réunions avec les organisations autochtones et le Grand Conseil coutumier. Alors là, il faut en tout cas un dispositif stable, fiable, une organisation fiable et des financements pérennes. Il ne faut pas prendre cette problématique uniquement sous l'angle des familles hébergeantes, mais il faut pouvoir proposer aux familles un dispositif complet, donc avec les professionnels et avec autour les différents acteurs. Donc il faut là aussi
de la concertation. Donc, on ne part pas de zéro. Il y avait une proposition qui avait été faite par la direction de l'éducation au niveau de la collectivité. Le Grand Conseil coutumier et le GCSMS a fait également, je ne vais pas vous décliner le sigle, je ne l'ai pas en tête, mais il y a des préconisations qui ont été faites. Moi-même, j'avais fait au président Serville une proposition d'organisation. Donc là, il faut les financements et les professionnels pour mettre en place un vrai dispositif. Si vous le permettez, Madame la sénatrice, je voudrais quand même apporter la vision de la CAF s'agissant effectivement de l'hébergement de ces jeunes, puisque la CAF est quand même indirectement, vous avez beaucoup accompagné. Voilà, indirectement touchée, puisque ce qu'il nous faut, ce sont des associations qui soient en capacité d'accompagner les jeunes, donc qui sont hébergés, dès lors qu'ils ne sont pas, en tout cas, dans le domicile. L'idée, c'est qu'ils ne soient pas livrés à eux-mêmes, qu'ils ne soient pas oisifs dès lors qu'ils sont sortis de l'école, qu'ils aient des activités, du sport, activités culturelles, qu'ils se rencontrent entre eux, entre communautés, mais aussi qu'on puisse accompagner la mixité sociale entre les enfants et entre ces jeunes. Et ce qu'il faut encore, et Madame Suleiman, ma collaboratrice, l'a souligné, c'est de l'ingénierie, c'est des associations et de l'ingénierie, on est des projets qui soient mûris, réfléchis en ce sens, de sorte qu'il y ait en fait une prise en charge globale du jeune qui est logé en famille d'accueil. Pour ma part, je pense qu'on a les, pardon, 2 secondes. Les porteurs des associations, on les a. Encore faut-il que nous, et là, on endosse la responsabilité que la collectivité soit capable de dire ce qu'elle veut. On propose quelque chose et après, voilà. Et donc, pour finir, il y a quand même, il faut garder que les jeunes, les élèves gardent le lien avec leurs parents. Et là se pose à nouveau la question du transport fluvial et aérien. C'est vraiment là une catastrophe. Bien, écoutez, je vous remercie de ces réponses. Et puisque je ne vois pas de main levée chez mes collègues, je vous propose de mettre un terme à cette table ronde en vous remerciant vraiment sincèrement de la qualité des réponses et de la vision que vous avez apportée, ce qui nous permet quand même, à défaut de pouvoir nous déplacer, d'avoir une vision plus exhaustive avec les éclairages évidemment de nos collègues de Guyane en tant que de besoin. Donc merci beaucoup mesdames et messieurs pour votre disponibilité et nous allons maintenant enclencher la table ronde sur Saint-Pierre-et-Miquelon. À très bientôt. Merci à vous. Merci Président, merci à tous autour de la table. Au plaisir. Merci. Madame. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.